podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda! Allô, Dead Breeze! Ça va bien? Oui, je vais toujours bien, et toi? Oui! Donc aujourd'hui, on a un sujet sur les plantes toxiques. C'est quand même assez populaire là, en fait, quand on en parle là, sur le site ou directement sur le chat. C'est un sujet qui fait beaucoup parler. Mais avant de rentrer dans le sujet et de discuter des plantes toxiques, est-ce que tu as une définition de c'est quoi une plante toxique? Mais bien sûr. En fait, au départ, quand on parle de plantes toxiques, on s'imagine automatiquement que c'est une plante qui peuvent causer notre mort, quand même, violemment ou pas, rapidement ou pas. En fait, c'est une plante que notre corps réagit beaucoup. Par exemple, peuvent nous faire vomir, peut nous donner de la diarrhée, peut nous donner un effet hallucinogène, parce que oui, les drogues hallucinogènes, c'est considéré comme toxique parce que le cerveau agit pas de façon normale, de là les hallucinations. Mhm. Ça peut nous causer de la douleur, forte douleur, de la fièvre, des sueurs. Il y a certaines plantes, toxiques parce que, en fait, on dit toxique parce que, ça dépend aussi de la tolérance d'une personne ou d'une autre. Il y a une personne qui peut avoir presque pas d'effets secondaires, comme une autre personne peut l'avoir vraiment de façon très, très, très intense pourrait avoir des séquelles permanentes. Donc, il faut vraiment faire attention à l'utilisation de ces herbes-là, ces plantes-là, pour éviter que on peut rendre malade, soit temporaire, de façon permanente, ou, puis je dis permanente, pas nécessairement la mort, mais quand on se dit que depuis que j'ai consommé cette plante, je suis plus capable de me réfléchir de façon convenable, je suis plus capable de me concentrer, mais ça peut être un effet à long terme de la consommation de certaines plantes hallucinogènes ou de certains autres types de substances. C'est sûr que la mort n'est jamais on veut jamais se rendre là, nécessairement, évidemment, et on veut vraiment tout faire, dont l'utilité de vraiment se renseigner avant d'utiliser une plante dans un rituel. On peut s'en servir, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on consomme, autant via une plaie, par la bouche, par le nez, les yeux, en fait, toutes les muqueuses disponibles. Et comme dans la sorcellerie, on utilise plein de plantes, plein d'herbes. Oui. Hein, on touche un petit peu tout. Des fois, on les brûle, des fois, des fois on les mélange. Mais c'est important aussi de connaître la toxicité des plantes avec lesquelles on joue, parce que bon, hein, il peut y avoir des petites catastrophes. Ben surtout, ça dépend de la quantité. Peut-être qu'une plante, c'est comme une légère pincée d'une plante peut avoir aucun effet quand on en met un petit peu trop, peut nous rendre très, 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 très malade. Fait qu'il faut vraiment aussi faire attention à la quantité. Oui, puis c'est pas toujours les mêmes composantes d'une plante qui sont toxiques. Exactement. On va pas dans le podcast faire une liste étendue de toutes les plantes qui sont toxiques parce que ben, il y en a beaucoup, puis On deux, en aurait souvent, pour la nuit. oui. La toxicité vont vraiment dépendre de comment on l'utilise. Ça, des fois, c'est juste parce que, bon, en la mangeant, d'autres, c'est en la touchant. Il y a plein de fonctions différentes, donc on ira pas jusque-là, mais je pense que c'est des choses qui peuvent être intéressantes à savoir. Déjà, pour commencer, je pense qu'il est quand même assez important de mentionner que certaines plantes, dans le milieu, en tout cas, d'ésotérisme, qui ressortent beaucoup ou qui sont simplement des plantes toxiques, c'est toujours important de connaître leur nom en latin. La raison pour laquelle on fait ça, généralement, c'est que dans certains pays, une plante peut avoir des noms différents ou des noms identiques, mais ce n'est pas la même plante. Par Mhm. exemple, la mandragore en Europe et la mandragore aux États-Unis n'est pas la même mandragore. Et aux États-Unis, elle n'est pas toxique, du moins pas autant que sa version européenne. Euh, Ça, c'est un cas parmi de nombreux cas. Donc, c'est toujours important lorsque vous travaillez avec des plantes et des herbes, allez chercher les noms latins. Au moins, vous êtes sûr d'avoir la même plante, peu importe l'ouvrage que vous consultez. Souvent, il y a des petites différences aussi. Je le vois en faisant des fiches tout ça pour le site. Une plante peut avoir des sous-familles
En tout cas, appartenir à une sous-famille puis utilise le même nom pour signifier 4-5 plantes ou 4-5 herbes. Puis parfois, en ésotérisme, chaque plante a des propriétés différentes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a besoin là, d'avoir une fiche qui ne va pas nécessairement à son intuition au niveau des plantes, au moins pour le début, d'utiliser vraiment les noms latins pour faire les bonnes différenciations, et ça vaut peut-être le coup. Au niveau des plantes toxiques, je sais pas si... Est-ce que toi, t'avais connu des recettes grand-mère ou des trucs comme ça qui utilisaient des trucs quand même assez intenses là, avec les plantes? Non, en fait, les recettes de grand-mère, à part les espèces de mouches à la moutarde et, en fait, les médicaments, ça utilisait souvent les médicaments déjà connus sur le marché, comme par exemple le Vicks quand on était enrhumé, mais les espèces de recettes de grand-mère, c'est plus mes parents qu'il faudrait que je pose cette question-là, parce que on dirait que ça s'est pas rendu jusqu'à moi, et sincèrement, je suis pas très déçue à ce niveau-là, parce qu'il y a certaines recettes de grand-mère que j'ai lues, que ça devait être assez dégueu, merci. Pour les plantes toxiques en tant que telles, il faut noter aussi qu'il y a beaucoup de plantes qui ont été utilisées dans les tribus ou les chamans, les druides, tout ça, à des fins des psychotropes, pour avoir des visions, tout ça. Est-ce que tu en connais un petit peu plus sur le sujet? Oui. Pardon. Oui, en réalité, c'est les chamans, peu importe leur endroit dans le monde où est-ce qu'ils sont, utilisent beaucoup les plantes hallucinogènes justement pour avoir des visions. Le problème que j'ai avec ça, c'est que normalement, avoir des visions, c'est possible de l'atteindre sans utiliser de psychotropes. Mais c'est toujours plus facile s'en servir. Mais le cerveau rendu là, étant donné que quand je parlais de toxicité au niveau du cerveau, c'est qu'il fonctionne plus de la même façon. Les espèces de neurotransmetteurs se rendent plus vraiment, il y a de la perte, et pour combler la perte, le cerveau invente. Et là, c'est pas une connexion avec le divin, c'est vraiment le cerveau qui invente n'importe quoi, qui utilise l'imagination pour pouvoir comme combler les informations manquantes. De là, la raison que les hallucinogènes, c'est pas vraiment une bonne idée pour avoir des visions, parce que est-ce que c'est une vision ou c'est vraiment nous autres que on s'imagine des choses? Il y a d'autres façons avec la méditation et tout pour avoir ce type de vision-là. Donc, oui, les chamans, c'était très, très, très utilisé, autant au niveau des Amérindiens en Afrique ou en Amérique du Sud, pour essayer de voir qu'est-ce que les dieux voulaient. C'était quand même des plantes qui étaient très utilisées. Il y en a quand même plusieurs sortes par cœur, je peux pas vous dire lesquelles de façon précise, mais évidemment, c'est toutes des drogues qui étaient utilisées dans la nature avec des plantes et non pas rendues chimiquement aujourd'hui, ce qu'on peut trouver dans les drogues de rue. Donc, vraiment, à éviter les drogues de rue si vous voulez avoir des voyages chamaniques. Mais tu mentionnes quelque chose qui est vraiment important, parce que oui, il y en a qui utilisaient ça, mais c'était un peu plus pur que ce que vous pouvez retrouver aujourd'hui. Ben, quand on parle de pur, on parle pas de puissant, on parlait Non. de pur au niveau de la plante. Parce que la puissance aujourd'hui, en fait, la drogue dans le temps et la drogue d'aujourd'hui est beaucoup plus puissante parce qu'elle est souvent mélangée à d'autres choses qui rend les effets beaucoup plus intenses. Comme par exemple, la marijuana d'il y a 50 ans est beaucoup plus faible que celle d'aujourd'hui. Parce que justement, les vendeurs de drogue aiment bien comme augmenter un peu l'effet de leur drogue et le mélange avec d'autres types de drogues ou de produits chimiques qui augmentent, justement, qui est toxique aussi, donc qui augmente les effets de la drogue. Donc, à éviter. Donc, si vous voulez vraiment utiliser ce type de plante-là, autant, quand c'est légal, bien sûr, le faire pousser vous-même. Je sais qu'on en avait parlé un petit peu je pense dans un autre podcast, là, je pourrais pas dire lequel, mais... On avait parlé des drogues dans la pratique. Oui, hein? Oui. Oui. On avait parlé aussi, par exemple, il y en a qui utilisaient le ayahuasca pour aller faire des voyages dans son espèce d'inconscience, puis s'ouvrir au monde, puis aller soigner des blessures, puis tout ça, qui était souvent quelque chose que, c'est une belle attrape touristique. Aller prendre des
plantes qui sont pas nécessairement contrôlées dans certains coins. Se nourrir qu'à ça, dans le fond, c'est s'empoisonner volontairement. Mais il y a des gens qui, à la première tentative, ils ne survivent pas. Tu peux faire une réaction allergique à une plante toxique, même si c'est à des petits niveaux, que ce serait inoffensif en tant que tel. Il y a des gens qui s'avèrent pas bien, là. Par exemple, quelque chose de simple, on parle de marijuana, mais il y a des gens qui font des réactions sévères à la marijuana. C'est rare, mais être le cas spécial, ça peut arriver. Donc, ben oui, autant des réactions physiques comme une allergie, par exemple, que ça peut être une réaction psychiatrique. Parce que si on a une faiblesse au niveau, tu sais, comme de la chimie du cerveau, une simple petite dose de marijuana peut faire en sorte qu'on développe une psychose puis être psychiatrisé le restant de nos jours. Donc, il faut vraiment, il faut faire attention, il faut vraiment y aller. C'est une décision quand même assez grande d'utiliser des drogues dans la pratique, là. Au niveau, c'est sûr que les plantes toxiques, c'est pas le mal en soi, là. Tu dis comme ça, là. Faut faire attention aussi si jamais vous voulez avoir certaines de ces plantes-là dans votre jardin. Faut prendre note de vérifier aussi toute la législation au niveau de votre pays. C'est facile de trouver des graines de pas mal toutes les plantes, sauf que il y en a qui sont illégales, donc de vous faire prendre avec certaines plantes, c'est peut-être pas la meilleure idée qui soit. Pour les avancées scientifiques aussi, il faut savoir que même si une plante est toxique, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été testée. Ça a probablement généralement posé de la curiosité et donc des essais cliniques. Une plante qui pouvait être toxique à un certain degré, c'est avec ça qu'on a découvert qu'on pouvait soigner certaines pathologies. Je sais pas, j'irais peut-être pas jusqu'à dire que le saule blanc pour l'aspirine, c'était vraiment de la toxicité intense, mais à un certain point, ça crée une certaine toxicité au corps. Mais en fait, il y a une raison pourquoi que dans certains médicaments, il y a un nombre de milligrammes ou de grammes de médicaments dans les comprimés, par exemple. Parce que justement, en sous-dose, ça fait pas effet. Et en surdose, ça pourrait causer des dommages quand même assez importants, autant au foie, autant aux reins ou au cerveau, ou pourrait amener jusqu'à la mort même. Donc, oui, il faut faire attention aussi. On avale, par exemple, le pot d'aspirine, d'acide acétylsalicylique au complet. Ben, il y a bien des chances qu'on n'y survive pas. Donc, oui, les doses sont quand même importantes, il faut quand même le surveiller et prendre une très grande quantité d'écorce de saule blanc. Oui, on risque d'avoir des échardes en même temps, mais ça risque de quand même causer beaucoup de tort. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas y aller en trop grande quantité pour éviter justement les gros effets secondaires, autant temporaires que permanents. Et voilà. On a bien résumé tout le truc. Ce que je pourrais faire, puis on pourrait en reparler ensuite, là, faire un petit tour rapide de quelques fiches de plantes toxiques qu'on a généralement déjà mentionnées sur le site. Donc, si vous voulez tous les détails à l'écrit, je vous conseille d'aller voir. Je crois qu'ils sont maintenant dans la section notions et définitions. Je crois, mais sinon la plupart sont recherchables ou si vous voulez une fiche en particulier, vous avez juste à taper le nom. Je pense qu'il y en a juste une, puis c'est la première que j'ai pas encore mis sur papier, mais ça va venir. La première est quand même assez courte parce que, ironiquement, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations, puis je pensais que c'était une plante qui était quand même assez utilisée en sorcellerie, c'était la belladone. Donc l'Atropa belladonna, qui se nomme aussi The Eyes of Newt, The Deadly Nightshade, la Belle Dame, le Bouton Noir ou la Morelle Furieuse. Donc, ça devrait être tous des noms pour la belladone. Ouais, c'est ça, j'étais quand même surprise. C'est quand même une plante, je dirais, connue de nom, au moins, non? Ben oui. Donc, on l'a déjà tous entendu une fois de temps en temps, à un moment donné dans nos vies. Donc, je sais pas si c'est parce que mes ouvrages, vu que la plupart sont plus américains, c'est peut-être quelque chose qui est moins proposé. Les autres, ils se tournent vers autre chose. Parce que je sais que, tu sais, ils disaient tout le temps, c'est la cousine de la mandragore, là, mais ça arrêtait là. Je sais pas pourquoi, j'ai même pas regardé pourquoi qu'ils disaient ça ou quelle plante, quelle famille exactement, mais...
Enfin. Elle est associée à E4. Donc, elle possède des toxines qui affectent le système nerveux. Donc, elle réduit... en fait, c'est drôle parce qu'elle réduit toutes les sécrétions du corps. Donc, que ce soit des sécrétions salivaires, gastriques, intestinaux, même dans les bronches. Elle augmente le rythme cardiaque. Elle nous assèche, en gros. Oui, exactement. Elle augmente le rythme cardiaque, dilate les pupilles. En fait, ce qui est très, très toxique au niveau de la belladone, c'est ses racines. Donc, plus vous montez dans la plante, donc en montant les tiges, les feuilles et les fleurs deviennent de moins en moins toxiques. Et c'est les baies qui sont le moins graves en tant que telles. Donc, c'est un puissant psychotrope. Au niveau médicinal, on l'utilise de façon médicale. Là, je parle pas d'aller vous donner des baies, c'est pas ça du tout. C'est vraiment à dose médicale. Elle est utilisée contre les contractions spasmodiques, nerveuses et épileptiques. Au niveau des propriétés magiques, on dit que vous pouvez écraser des baies, les ajouter à des encens pour prédire l'avenir, ou du moins vous aider à prédire l'avenir. Et vous pouvez répandre des baies de belladone autour de votre maison pour chasser les mauvais esprits. Toutefois, personnellement, si vous avez des animaux qui passent proches, je pense pas que ça soit une bonne idée. Je sais que c'est peut-être toxique pour l'humain, j'imagine que pour les animaux un petit peu. Probablement aussi. Donc, de faire attention à ça, si jamais vous avez de la belladone. Une autre plante qui est quand même assez toxique, c'est l'aconite. Donc, c'est connu sous le nom de Wolfbane aconitum en latin, Monkshud Aconic napellus, Blue Rocket ou Rockjet, Friar's Cap, Venus Chariot, Holdwife Old, le casque de Minerve ou le Tulu. Donc, c'est tous des noms pour signifier la même plante. C'est une plante qui est de type féminine, qui règne sous Saturne. Elle est liée avec l'élément de l'eau. On l'associe aussi à Hécate, Shiva et Shiva. Hécate, je sais pas, fait deux plantes toxiques. Des fois, elle revient. Donc, elle aime les plantes dangereuses, apparemment. Donc, il faut absolument ne pas inhaler ou consommer. Malheureusement, je n'avais pas tous les détails médicaux là, sur les effets. Donc, restez loin de la plante à ce niveau-là. Au niveau magique, donc, on peut l'utiliser comme un don à Hécate. Je crois que c'est une histoire avec Hécate. Puis là, je ne vais pas la raconter parce que je ne vais pas me mélanger. Puis je ne vais pas dire n'importe quoi, là, mais il y a une histoire avec des loups, puis c'était la plante dans l'histoire, là, donc c'est très symbolique comme plante, en fait comme fleur. Elle peut aussi être utilisée dans une infusion, mais ne jamais boire l'infusion. C'est fait pour nettoyer votre attamé. On s'entend, là, c'est comme boire un poison, là, donc à éviter. Hein? Votre lame, c'est correct, nettoyez-la après comme il faut. Faut pas qu'elle rouille, mais c'est une façon symbolique un peu différente de votre attamé puissante et dangereuse. Oui, puis surtout, tu sais, si vous, par exemple, vous nettoyez votre attamé avec ça, lavez-la comme il faut avec de l'eau et du savon avant de couper du fromage. Je dis ça comme ça, mais c'est parce que, tu sais, des fois, on y pense pas, il y a toujours des petits résidus qui restent sur la lame, puis si on l'utilise pour couper quelque chose qu'on va manger par la suite, ben ça peut nous faire en sorte qu'on peut ingurgiter le poison ou la plante toxique et être intoxiqué. Donc, en gros, hein, c'est pas mauvais si vous utilisez un attamé qu'elle ne serve qu'à être une attamé et non pas un couteau à beurre. Et oui. L'aconite est dans le folklore, elle apporte l'invisibilité et une protection contre les loups-garous et les vampires. Et justement, là, j'avais une note comme quoi c'est la fleur qui avait utilisé Hécate pour soigner la lycanthropie. J'étais pas folle avec mon histoire de loup, je savais que c'était lié. Je savais juste pas exactement l'histoire en détail, là. Donc, de faire attention à ça. Au niveau du langage des fleurs, j'avais l'information avec moi, c'est que ça représente la déception et annonce qu'un ennemi mortel est proche, mais que la plante n'est pas l'ennemi mortel en soi. Donc, de faire attention, là, c'est pas parce qu'elle est là que c'est elle le problème, là. On reparlait des loups un petit peu plus tôt, là, mais anciennement, on utilisait l'aconite. On faisait un mélange et on teintait les pointes des flèches avec le mélange pour les chasseurs de loups. Donc, c'était vraiment utilisé
contre les loups en particulier, mais c'était vraiment pour le poison. Moi, je trouve ça quand même intéressant. Il y a quand même un beau gros lore là, en arrière de tout ça. Mhm. Ensuite, j'ai noté la digitale, donc nommée Foxglove Digitalis Purpurea, Doigt de la Vierge, Fingerhut, Dedalera en espagnol, Fairy Fingers, Lion Mouth, Our Lady Gloves et Witch Bells. Féminines. Généralement, les plantes toxiques sont féminines. Ils lancent des poisons. Règne sous Vénus, élémentaire d'eau, lié au signe zodiaque de la Balance. Encore une fois, elle est associée à Hécate. Faut jamais ingérer la plante. Elle peut posséder une législation sévère, donc de faire attention. Et généralement, si jamais vous avez besoin de ce type de plante, c'est sous prescription médicale. Donc, au niveau médicinal, c'est un des plus importants agents cardiovasculaires de la médecine moderne, la digitale. Oui. Donc, même si elle n'a pas une belle réputation en tant que plante toxique, elle a quand même une belle réputation au niveau médical. Donc, elle stimule le nerf qui fait ralentir le rythme cardiaque en n'augmentant pas la demande d'oxygène dans le corps, malgré l'augmentation de la contraction du muscle cardiaque. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important, en tout cas pour notre médecine. Stimule la production urinaire, réduit les masses sanguines et fait baisser le stress cardiaque du cœur. Au niveau magique, si vous la faites pousser dans votre jardin, le plant vous protégera ainsi que l'ensemble de la maisonnée. Elle encourage aussi les fées à vivre dans vos jardins. Donc, si jamais vous êtes quelqu'un qui est très magie féerique, là, Fairy Witch, c'est peut-être quelque chose pour vous. Les feuilles de la digitale peuvent être transformées en teinture noire et peintes sur les sols des sous-sols de maison pour empêcher le mal d'entrer dans la demeure. Bon, ça fait un petit peu de gravuge, quand même, mais c'est un rituel qui peut être utilisé. Là, je pense pas que c'est pour faire la rénovation de votre sous-sol, mais c'est vraiment pour faire une couleur spéciale. Donc, c'est une plante évidemment très utilisée dans tout ce qui est magie féerique parce que c'est très lié aux fées et elle reflète les énergies négatives auprès de son envoyeur. Donc, si quelqu'un vous envoie un mauvais sort, elle vous le renvoie. Dans la culture, en fait, dans le langage des fleurs, elle avertit l'insincérité et vous mentionne que votre amour est aussi changeant qu'une brise de vent. En gros, ça va vite dans votre coin. Le terme foxglove en anglais ne veut pas dire des gants de renard, mais proviendrait plutôt de folk popelier, qui veut dire fée dans l'ancienne langue qu'en faisaient les druides. C'est quand même poussé. Fait que foxglove, même si ça ressemble à fox et glove en anglais, c'est vraiment plutôt folky. C'est F-O-L-K-E-S. Ah. Et je sais pas pourquoi il est marqué popeli, mais je pense que c'est comme un autre mot qui est identique, là. Donc, ça provient de là. Donc, la première idée logique n'est peut-être pas toujours la bonne. La digitale, elle faisait partie aussi des plantes du jardin que possède Hécate à Colchis. C'est grâce, selon l'histoire de la médecine, c'est grâce aux expérimentations du docteur William Withering que nous connaissons aujourd'hui les effets médicinaux de cette plante. Donc, c'est quelqu'un qui a osé un peu travailler avec la digitale. Évidemment, si jamais vous décidez d'avoir cette plante à la maison ou que vous êtes dans le droit de le faire aussi, c'est évidemment à éviter si vous avez des enfants pour éviter qu'ils s'empoisonnent parce que ça pourrait devenir mortel pour eux. Ou les animaux. Il y a beaucoup de chats qui aiment jouer avec des plantes. Ouais, si jamais vous avez des animaux, vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup d'animaux qui passent proches, vous voulez pas avoir un cimetière, peut-être éviter les plantes toxiques. Il y en a qui sont moins graves, par contre, là, mais il y en a qui sont un petit peu plus intenses. Oui, attirer la haine des voisins. La dernière que j'ai de mon côté, mais plutôt une des méga grosses, je pense que la plupart du podcast va se diriger sur elle, c'est la fameuse mandragore. Donc, la Mandragora officinarum, la Atropa mandragora, la pomme d'amour, la pomme d'Adam, la mandragore méditerranée, la main de gloire, la Jabora yabéhine manékin, Harum, écoute, il y a tellement de noms, là. Circoea, Ladykins, Raccoonberry, Wild Lemon, Worm
Woman Drake, Zoberwurzel. Bref, très connu dans tout le monde, dans le monde entier finalement. C'est une plante du genre masculin qui règne sous Mercure et Uranus. Elle est liée à l'élément de la terre. Hein. On parle souvent de la racine de mandragore et elle est très liée au feu, liée au zodiaque de la Vierge et ses associations divines sont auprès d'Aphrodite, Circé, Hécate, Diane, Saturne, Hathor, Odin, Ulrire et sa fête, hein, parce qu'elle elle a une fête, c'est la Saint. Je sais pas pourquoi, hein? Donc, on la considère avoir une grande importance au niveau des contrôles des énergies et des pouvoirs. La mandragore peut être utilisée de façon médicale contre les spasmes, l'asthme et le rhume des foins. Elle a un effet narcotique, antispasmodique et modérateur réflexe. Évidemment, on utilise la mandragore uniquement en usage interne et on utilise la racine pour les effets parce que, bon, évidemment, là, avec ses soins pour le spasme, la coqueluche, les crises hépatiques, les ulcères gastriques, c'est des petites gouttes dans une espèce de mixture qu'on peut prendre. Toutefois, c'est vraiment pas recommandé. Ça peut être toxique, vraiment. Donc, s'il vous plaît, hein, faites pas le coup. Et comme je vous dis, dans beaucoup de livres, puis dans certaines cultures, la mandragore, c'est pas la même mandragore. Fait que de dire que vous pouvez prendre un petit thé à la mandragore, puis vous vous trompez de modèle, ça pourrait terminer rapidement une vie. Donc, je vous conseille pas. Hein? On évite, s'il vous plaît. Renseignez-vous comme faut. La mandragore, donc c'est une plante de sorcière par excellence. On la connaît tous. Je pense que si on demande à n'importe qui, même ceux qui ne pratiquent pas, de nommer une plante dans le domaine, c'est pas mal la première que tout le monde nomme. En effet. Donc, elle est considérée comme étant une plante qui permet aux sorcières de voler jusqu'au sabbat. Parce qu'évidemment, on utilisait des pommades à base de mandragore pour se rendre à nos sabbats. Et la mandragore possède des hallucinogènes extrêmement puissants. Donc, d'après de pouvoir voir les sorcières voler, c'était quand même assez facile. Mais c'était aussi facile de se sentir voler aussi vers la destination. Une racine de mandragore placée sur une cheminée dans la maison vous apportera protection, fertilité et prospérité. Si elle est suspendue au-dessus de la tête d'un lit, elle vous protège ceux qui dorment pendant leur sommeil. Et si on la porte sur soi, on attire l'amour et on fait éloigner la maladie. Là où il y a une mandragore, les démons ne peuvent pas y habiter, ce qui fait que c'est une racine quand même assez utilisée, en fait. Au moins, c'est noté pour les exorcismes. J'avoue que je ne crois pas que les exorcistes chrétiens se promènent avec des mandragores. Ça m'étonnerait. C'est des petits exorcistes, mais des exorcistes maison, peut-être. Pour activer les pouvoirs d'une racine de mandragore qui est séchée, donc il faut la mettre dans un endroit surélevé dans la maison et qu'elle soit dans un endroit qu'elle ne soit pas dérangée pendant 3 jours, hein, un endroit où le chat n'a pas accès, je tiens à dire. Vous la mettez... Et les enfants. Les enfants. Puis vous la mettez dans l'eau chaude, vous la laissez toute la nuit et quand elle est activée, elle peut utiliser là, pour plein de trucs magiques. Vous pouvez utiliser d'ailleurs l'eau dont c'est baigné là, et asperger aux portes et fenêtres pour protéger les gens qui vivent dans la maison. On dit que si vous mettez de l'argent à côté d'une racine de mandragore, son montant est doublé. Hein, donc, si jamais vous gagnez un petit montant à la loto, mettez-le à côté de votre racine de mandragore. Pour en avoir le double! Si vous déracinez une mandragore, vous serez soigné d'un lumbago. Donc, c'est un mal de dos, là, dans le bas du dos. Mais, parce qu'il y a toujours une conséquence, mais ça vous rendra totalement infertile. Ah, c'est drôle, là. Mon choix est fait. Je vais rester avec pas mal de dos. Fait que c'est le choix. Mais ça, si tu veux d'autres enfants, oui, mais si t'en veux plus, tu peux moins soigner ton mal de dos. Faut faire les choix dans la vie. Mais j'avais entendu d'autres histoires, comme quoi que quand on déracinait une mandragore, ça fait... En fait,
anciennement, c'était les chiens qui déracinaient parce que le bruit que la mandragore faisait en étant sorti de terre tuait tout ce qui l'entendait. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisaient les chiens. Donc, il y avait juste le chien qui mourait. Mais ça, c'était dans les vieilles histoires. Mais je suis pas surprise parce que cette histoire-là de l'espèce de mandragore, parce qu'on s'entend, souvent la racine, elle a une forme semi-humaine, hein, on dirait. C'est une racine quand même. Là. Mais comme un peu humanoïde. Fait que déjà là, les liens avec toutes les poupées et tout ça se faisaient assez rapidement. Puis le fait que ça soit de quoi qui crie, ben, ça se voit dans tellement de mythes et légendes que forcément, ça a commencé de quelque part. Ouais. T'sais, ça peut être simplement que les animaux avaient, mettons, les chiens avaient tendance à les dénicher plus facilement. Peut-être. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Elle est originaire de la région méditerranéenne en Europe, pousse principalement dans le lit des rivières à sec. Elle est cultivée dans un sol légèrement sablonneux, donc c'est pas quelque chose qui va aller chercher des sols ultra fertiles. Les graines sont semées peu de temps après que les baies commencent à mûrir et pour être les herbes soient soigneusement transplantées en fin d'été sur une parcelle de terrain abritée, ensoleillée et bien asséchée, couverte de brindilles des sapins de l'automne. En gros, c'est ainsi qu'on la culture. Souvent confuse avec la podophile pelletée, donc du Podophyllum peltatum, qui en anglais s'appelle aussi mandrake. Donc c'est la plante, là, je parlais un petit peu plus tôt, qui est souvent confondue. À cause de la forme de sa racine qu'on parlait justement avec ce petit côté humanoïde, on dit que la mandragore a longtemps été perçue comme la première esquisse de la création de l'homme. Donc c'était comme le premier essai de Dieu pour créer Adam. Il a un peu manqué son coup. Comme quoi que même Dieu réussit pas du premier coup. Ah oui. Chez les oracles de Delphi, on raconte aussi que c'était la mandragore était une des plantes qui était utilisée pour provoquer des visions. Que ce soit chez les oracles de Delphi ou la Pythie dans la Grèce antique. Donc, si vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne, c'était un petit peu des oracles qui étaient dans une pièce. Souvent, ils mettaient des gros de la grosse fumigation, elle faisait fumer des herbes, l'oracle sentait les herbes, en tout cas, c'est parce que ça sortait en dessous d'elle, fait que c'est pas mal juste elle qui sentait tout ça, et après elle faisait des prophéties, tout ça, mais parce qu'elle était baignée dans des hallucinogènes. Donc la mandragore faisait partie des ingrédients de cette belle grosse recette-là de psychotrope. En tarologie, la mandragore est associée à l'arcane majeur du pendu. Donc, c'est aussi une petite information. De plus, je pense que j'ai fait le tour. De au moins les plus gros. Là. J'ai pas... comme je disais, on aurait pu faire une liste infinie. Là. Il y a tellement de trucs. L'Ayahuasca aussi, j'aurais pu faire, mais c'est parce que ça finit plus. Mais en fait, n'importe quelle plante à utiliser à haute dose est toxique. Et voilà. Donc, tu sais, la liste est excessivement longue. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut arrêter. Eh oui. Ça, si jamais ça vous intéresse, au moins, je sais que c'est un sujet qui est quand même assez intéressant. Il y a plein de livres sur les sujets des plantes. Il y en a beaucoup aussi sur le poison path, pour ceux qui veulent vraiment de quoi de plus lié avec la sorcellerie. C'est pas toujours des trucs vénéneux, mais il y en a quelques-uns aussi qui sont assez descriptifs. Je pense que la meilleure chose à savoir, c'est si jamais vous allez vers ce petit chemin et que vous voulez toucher ces plantes toxiques, soyez au courant de la plante, connaissez tous ses détails, les trucs à faire attention et surtout pensez avant de faire un geste qui pourrait être irréversible. Oui. Et je pense que la modération a bien meilleur goût, même dans ce domaine-là. Donc, oui, puis il ne faut pas oublier que certaines plantes peuvent être absorbées par la peau. Donc, si vous touchez avec vos mains, même si vous ne l'avez pas mis dans votre bouche, votre corps peut l'absorber pareil et vous en subirez les conséquences quand même. Donc, vraiment faire attention, vous renseignez beaucoup sur la plante que vous voulez manipuler avant de la manipuler. Mm-hmm. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine!